Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, à la une ce soir. La CENI déplore la destruction de Sommaire. son antenne à Ouvira et pillage systématique de matériels électoraux par la coalition M23 AFC après leur retrait de la ville d'Ouvira. Parmi les équipements disparus figure le matériel d'identification et enrôlement des électeurs. Et puis le ministre des Infrastructures et Travaux publics impose le respect strict des délais sur le chantier routier de la FUNA à l'issue d'une visite de terrain marquée par des mises en garde fermes et l'annonce des mesures de contrôle renforcées. Enfin, le tribunal de garnison militaire de Ndjili a rendu son verdict 3 ans de servitude pénale pour le policier pour violation et extorsion des biens des paisibles citoyens. Un acte de sabotage à Ouvira. Ça sera tout pour le sommaire. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, un acte de sabotage à Ovira. Dans la province du Sud Kivu, l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante a été vandalisée et pillée par la coalition armée rwandaise M23 AFC après son retrait de cette ville. La CENI déplore ce pillage systématique qui a entraîné la perte des matériels électoraux et logistiques essentiels au bon déroulement du processus électoral. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un acte de vandalisme a été perpétré contre le bâtiment hébergeant son antenne à Ouvira, dans la province du Sud Kivu. Cette attaque a gravement endommagé les portes et fenêtres du bâtiment qui ont été délibérément visées et détruites. Un pillage systématique a eu lieu entraînant la perte considérable de matériels électoraux et logistiques essentiels au bon déroulement du processus électoral. Parmi les équipements disparus ou endommagés figurent des kits électoraux, du matériel informatique et bureautique, des groupes électrogènes, des panneaux solaires ainsi que des documents et fournitures électorales. Ces incidents se sont produits dans un contexte de tensions sécuritaires caractérisé par des violences attribuées aux éléments de l'AFC 23. Des attaques similaires ont déjà eu lieu dans d'autres bureaux de la CENI, notamment à Bukavu, Goma et Rutshuru, soulignant la gravité de la situation et la vulnérabilité des installations électorales dans la région. La CENI déplore ces pertes qui vont inévitablement augmenter les coûts des élections à venir. Elle souligne que de tels actes contredisent les discours justifiant la rébellion par une volonté d'améliorer la situation politique alors que s'en prendre au patrimoine de la CENI a pour effet de fragiliser le processus électoral. Un invité dans ce journal, il s'agit d'Enoch Sebineza, un des notables de la province du Sud Kivu et président de la communauté Banyamulenge que je reçois dans ce journal, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Anita. Comment analysez-vous le retrait du M23 et ses supplétifs d'Ouvira? Des troupes rwandaises appuyées par le M23, ils ont voulu créer un chaos. Ce chaos, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais Dieu merci, puisqu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Le deuxième message, justement, c'est pour dénoncer les troupes rwandaises qui sont appuyées par certains Congolais, organisés dans le M23, et qui avaient occupé Ouvira au nom de la protection de notre communauté. Mais depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui s'est dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus. C'est venir et piller les ressources du Congo et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Ouvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Ouvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur les conflits. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins,
Mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et du jour aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge. Mais justement, c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo, c'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Mais les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les Mera pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Et donc, le Rwanda, nous savons qu'ils se sont retirés un peu à Uvira, mais les manœuvres, c'est que les pressions doivent continuer pour que le Rwanda, d'abord, les troupes rwandaises, se retirent du Congo. Nous, les Banyamulenge, nous sommes triplement victimes. Le Rwanda nous instrumentalise, il arrive au Congo, il fait des victimes, nous sommes des Congolais, ensemble avec les autres Congolais, nous sommes donc doublement victimes. Voilà, en tant que notable justement d'Uvira, quelle attente pour les populations en matière de sécurité et de paix durable? Oui, on a approché les autorités ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez vu même le communiqué du gouvernement. Ils ont mis en place un plan pour la sécurisation d'Uvira, puisque les jours où ils sont partis avec les membres de notre communauté, qu'ils ont obligé de partir avec eux, ça a pris du temps pour que les FARDC entrent, presque une journée. Et justement, comme ils avaient prévu un chaos qui pouvait aboutir au meurtre, c'est vrai, il y a eu des pillages, Dieu merci, il n'y a pas eu de morts. Quel message au Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir les rebelles du M23 et ses supplétifs? En tout cas, notre communauté, nous le disons depuis 30 ans. Nous disons au Rwanda de ne pas continuer à instrumentaliser notre communauté, ne pas continuer à exacerber les conflits qui existent. Le Rwanda vient pour détruire la cohésion avec les voisins. Merci Enoch Sebineza. Je rappelle que vous êtes président de la communauté Banyamulenge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Merci beaucoup. Et de son côté, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dénonce la stratégie malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le gouvernement congolais a des problèmes avec la communauté Banyamulenge. On le suit, il a intervenu dans une chaîne de la place. Suivez. Le Rwanda, dans sa stratégie malicieuse, veut nous faire croire, par exemple, que le gouvernement congolais a un problème avec la communauté Banyamulenge. Non. Non. Le M23 est un groupe armé à ne pas confondre avec la communauté Banyamulenge. C'est l'intelligence malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le M23 est un mouvement mandaté par les Banyamulenge pour faire la guerre pour leurs droits. C'est totalement faux. Alors, JNK, oui. C'est une question, cette question, elle est cruciale. Oui. Parce que vous avez vu ceux qui ont prémédité le chaos à Uvira. Ils ont, quelques heures avant de quitter Uvira, ils invitent les membres de la communauté Banyamulenge pour leur dire, écoutez, nous allons partir, venez avec nous. Certains ont été contraints par la force, ils sont partis en errance, en abandonnant leurs biens, parce qu'ils ont toujours vécu à Uvira. Pour vous donner l'image du cynisme, parce qu'à Uvira, il n'y a pas des FDLR, le fameux prétexte multiple recyclé 1000 fois. L'ambassadeur rwandais qui s'exprime au Conseil de sécurité en incarnant le rôle du père prononce 9 fois le mot Banyamulenge. Parce que eux, ils se sont arrogés le droit
de se présenter comme protecteur d'une communauté dans notre pays, et pour ça, il massacre et tue les membres d'autres communautés, prétextant protéger le... Ce sont les Rwandais qui stigmatisent nos Banyamulenge et qui créent et qui veulent créer la division chez nous. Mais je veux vous dire qu'ils ont déchanté. Ils ont prévu le chaos. Mais parce que, il y a eu pillage, hein? Ils ont pillé. Non, JMK. Il y a eu pillage. Laissez-moi terminer justement. Oui. Le pillage a commencé quand? Le pillage commence 2 jours avant le départ. Il y a un rapport clair, mais le M23 et le Rwanda, c'est la même besogne, informez-vous. Posez la question à vos correspondants de Goma, ils vous diront que les véhicules ont traversé. À Bukavu, la même chose. Ils pillent même des compagnies, même les outils de production, ils partent avec. Autant ils ont pris le goudron pour des projets d'infrastructure. Et donc, avant qu'ils ne quittent Uvira, ils ont planifié les pillages. Non seulement qu'ils ont planifié les pillages, ils ont planifié l'insécurité parce qu'ils ont laissé des agents en civil, ils ont ciblé les domiciles des compatriotes Banyamulenge pour qu'ils soient pris à partie, nous avions prévenu, pour qu'en sortant, ils disent voilà, ils ont pillé, mais en réalité, c'est la continuité du pillage qu'ils ont commencé avec des agents qu'ils avaient laissés. Autre chose à présent, la première ministre Judith Suminwa évalue l'état des préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs prévue dans la province du Kwilu au cœur des discussions lors de la réunion dirigée par son directeur adjoint de cabinet Gérard Kanyuki. La réhabilitation des aéroports de Bandundu-Ville et de Kikwit jugée essentielle avant la fixation d'une nouvelle date par le président de la République Félix Tshisekedi, Emmanuel Commissaire et Joe Coucou. Le compte à rebours est lancé au Kwilu. En perspective de la 13e conférence des gouverneurs, les autorités accélèrent le préparatif. Travaux de voirie et infrastructures aéroportuaires sont au cœur de priorités sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, en attendant la fixation officielle de la date par le chef de l'État et son itinérance dans la province. Une séance de travail s'est tenue à la primature ce mercredi 21 janvier 2025, consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux, notamment la réhabilitation des aéroports des Bandundu-Ville et des Kikwit. La réunion a été dirigée par Gérard Kanyuki, directeur des cabinets adjoints de la Première ministre. La réunion d'aujourd'hui a porté principalement sur l'état d'avancement des 2 aéroports, à Kikwit et à Bandundu-Ville, mais également sur les différents sites où les travaux de la 13e conférence doivent se dérouler, ainsi que l'itinérance du chef de l'État en marge de cette conférence. Il y a quand même quelques travaux préliminaires, quelques travaux qui permettront que la conférence va se tenir, mais la société qui a reçu le marché de la part du gouvernement va poursuivre les travaux. Les travaux sont confiés à l'entreprise Safrimex avec l'appui technique de la CGT pour les études. Le gouvernement insiste sur le respect de délais afin de garantir de conditions d'atterrissage sécurisées, notamment pour l'avion présidentiel. Lancement de la formation des auditeurs de l'ARMP, objectif renforcer les compétences des cadres en audit de marchés publics, de la préparation des projets à l'exécution des marchés, y compris les partenariats publics-privés et l'archivage. La formation est assurée par le cabinet international BSC, un reportage Rikin Zouzi et Fiston Wavingana. L'autorité de régulation des marchés publics renforce les capacités de ses agents, des cadres et hauts cadres, avec en leur tête le président du conseil d'administration, Arma Chamala, et le directeur général, Claude Kayembembaye. Une initiative stratégique qui s'inscrit dans la volonté de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et l'efficacité dans la gestion des marchés publics. Voilà qui explique la tenue à Kinshasa d'une importante session de formation consacrée à l'audit des marchés publics et des contrats des partenariats publics-privés. Monsieur Ibra est l'expert qui a été recruté pour accompagner l'ARMP dans l'élaboration d'un outil important qui est le manuel de procédure. Monsieur Ibra a été appelé à animer cette fois-ci la formation pour savoir comment utiliser ces manuels de procédure. Destiné aux auditeurs
de l'ARMP, à les aider dans le renforcement de leurs capacités pour leur permettre d'exécuter de manière efficace et efficiente les missions qui leur sont dévolues par la réglementation. Une mise à niveau qui aborde l'ensemble du cycle des marchés publics, de l'audit de la préparation des projets des marchés publics à l'audit des contrats des partenariats publics-privés en passant par l'audit de la gestion de l'exécution des marchés. C'est le cabinet international BSC avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale qui assure cette formation. Le cabinet s'appuie sur une approche méthodologique rigoureuse fondée sur la revue des marchés publics et des contrats des partenariats publics-privés, une méthode reconnue pour renforcer les mécanismes de contrôle et d'audit. Davos, en Suisse, devient la tribune de la vision économique congolaise. À l'ouverture de la 56e édition du Forum économique mondial, la RDC, à travers son ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, fait entendre sa voix sur les grands enjeux globaux en défendant une coopération sud-sud ambitieuse et une stratégie de co-industrialisation tournée vers l'horizon 2030-2040. Eric Kabamba. Les travaux de la 56e édition du Forum économique mondial de Davos ont officiellement démarré le mardi 20 janvier 2026 en Suisse. Ces grands rendez-vous annuels réunissent plus de 3000 dirigeants politiques, chefs d'entreprise, banquiers, scientifiques et acteurs de la société civile autour d'un objectif commun, débattre des grands enjeux mondiaux, identifier des solutions partagées, renforcer la coopération internationale et inspirer des actions concrètes face aux défis contemporains. Présent à Davos, au sein de la délégation qui accompagne le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya est intervenu dans plusieurs panels, notamment sur la prospérité de l'Afrique dans la nouvelle économie et sur l'essor de la coopération sud-sud. Dans un contexte marqué par le débat sur l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, les confrontations géoéconomiques et la transition énergétique, le ministre a défendu une vision prospective 2030-2040, requalifiant la coopération sud-sud non pas comme un cadre de second rang, mais comme une véritable communauté de solidarité, d'intérêt et un puissant levier de co-industrialisation. La République démocratique du Congo, mon pays, nous avons 27 blocs pétroliers, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, toutes les ressources minières qui fondent la transition énergétique. Si nous mutualisons nos efforts, nous allons nous gérer la transition énergétique avec la production des batteries électriques. À noter que la promotion d'un commerce multilatéral sécurisé, pilier de la stratégie économique de la RDC, occupe une place centrale dans les échanges menés par la délégation congolaise à ces grands rendez-vous mondiaux des affaires. Vous le savez, le forum de Davos, c'est un grand rendez-vous mondial de l'économie dans toute sa diversité et ses enjeux de taille. Pour Socrate Ibushi, économiste, c'est aussi une tribune pour la RDC de mettre en avant ses atouts. Il est au micro de Christelle Luyindula, Bobette Yenga et Papi Mbongo. Les enjeux de ce forum sont les enjeux d'ordre économique, les enjeux d'ordre géopolitique, les enjeux environnementaux et de cadre social. Alors, la RDC peut les capitaliser principalement en profitant de ces podiums d'ordre économique, c'est-à-dire un endroit lié privilégié, à présenter les vrais enjeux économiques et les opportunités que nous avons logiquement dans le secteur minier et les ressources naturelles dont nous possédons, nous, la RDC, de manière à attirer les investisseurs étrangers et d'autre part des disponibilités politiques comme un atout, parce qu'il faut aussi comprendre que ce forum de Davos, considérer ça comme un podium informel de présenter des grands problèmes politiques que nous avons au pays. Et donc, sur ce plan, sur ce point de vue, il est souhaitable que nous puissions aussi présenter les opportunités que nous avons sur le plan économique, dans le secteur minier et d'autres matières ou ressources minérales que nous pouvons disposer pour permettre à ce que les investisseurs viennent au pays s'investir et de manière générale, ça va booster sur l'économie du pays.
Après Rabat au Maroc, où il a procédé à la clôture de l'ambassade éphémère du tourisme en marge de la Cannes Maroc 2025, le ministre du Tourisme Didier Mazenga séjourne à Madrid. Hier mardi, il a eu des échanges avec la secrétaire générale de l'ONU Tourisme, Willy Atunakov, notre envoyé spécial. La ville de Madrid, capitale d'Espagne, accueille à partir de ce mercredi 21 jusqu'au 24 janvier prochain les salons internationaux de la foire du tourisme FITOUR 2026, un événement majeur réunissant les professionnels du monde entier pour discuter des tendances et de l'avenir du tourisme. En marge de ces grands messes, il s'est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 au siège de l'ONU Tourisme en plein cœur de la capitale espagnole, une réunion bilatérale entre la RDC représentée par le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu, accompagnée d'une forte délégation des experts congolais dont le secrétaire général du tourisme Jacques Ngombe, la directrice générale de l'ONT Jolie Yombo Mukendi et quelques directeurs et membres du cabinet en présence de l'ambassadeur de la RDC en Espagne et l'ONU Tourisme représenté par sa secrétaire générale Tcheka Al-Noaïs, entouré de son staff technique. Au menu de leurs échanges qualifiés de fructueux, l'organisation par le gouvernement congolais de la 2e édition du Festival mondial de la musique et du tourisme FMMT prévu en juillet prochain à Kinshasa. La poursuite du partenariat gagnant-gagnant et l'accompagnement de la RDC pour la promotion et le développement du tourisme, sans oublier le soutien au tourisme sportif en RDC. La création d'une grande école du tourisme à Kinshasa en RDC pour la toute première fois de l'histoire avec l'appui de l'ONU Tourisme. L'accompagnement de l'ONT pour l'organisation du village touristique à Kitona, ex-chute Lipens, dans les territoires de Massimanimba, province du Kwilu, le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur du tourisme entre la RDC et les Émirats arabes unis, pays d'origine de l'actuelle patronne de l'ONU Tourisme. Cette rencontre s'est clôturée par une photo des familles suivie d'un tête-à-tête entre le secrétaire général de l'ONU Tourisme et son hôte de marque, le ministre congolais du Tourisme. Le défi était énorme, il est désormais remporté. L'État congolais a posé un acte à forte portée économique et stratégique avec l'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire entre les gares de Fungurume et Kwatebala, longue de plus de 3000 km. C'est le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, qui a procédé à l'inauguration aux côtés de la gouverneure de province, Fifi Masuka. Arrivé au Lualaba via l'aérodrome de l'entreprise Tenke Fungurume Mining, les vice-premiers ministres, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba a été accueilli par la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Seni, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives. Dès là, les deux personnalités se sont rendues sous les sites prévus pour la grande cérémonie d'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire reliant les gares de Fungurume et Kwatebala au cœur de la concession TFM. Cette cérémonie marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures des transports en République démocratique du Congo, en particulier dans les secteurs ferroviaires. Le CEO de TFM a souligné que ces projets constituent une contribution majeure aux réformes engagées par le gouvernement congolais pour le redressement et la relance du transport en RDC. Il a également salué l'engagement constant de la gouverneure Masuka qui a pris ces projets à bras-le-corps jusqu'à son aboutissement heureux. La gouverneure Masuka a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De rendre un hommage solennel et respectueux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la vision est éclairée en matière de désenclavement du territoire national, de modernisation des infrastructures de transport et de relance du rail congolais, constitue le socle même des grands projets de transformation que nous célébrons aujourd'hui. Cette allocution frénétiquement applaudie a laissé place au patron des transports en RDC, Jean-Pierre Bemba, de procéder à la coupure symbolique du ruban, suivi d'une visite guidée à bord du train, marquant ainsi l'entrée officielle en service de cette nouvelle infrastructure ferroviaire.
Je l'ai dit au sommaire, la justice militaire a rendu son verdict dans une affaire impliquant des éléments de la police nationale congolaise qui incitent les autres à l'extorsion des biens des paisibles citoyens. Poursuivi pour violation des consignes et non-dénonciation, l'escadron mobile d'intervention a été jugé par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili à 3 ans de servitude pénale. Alain Bikaï nous fait le récit. Ils sont désormais fixés sur leur sort. Des policiers de l'escadron mobile d'intervention interpellés pour violation des consignes et non-dénonciation des fractions ont été traduits devant la justice militaire. Après un débat contradictoire entre toutes les parties, le tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance et présidé par le major Jeff Lufloabo, a rendu son verdict. L'instigateur, identifié sous le nom de Sindani, ainsi que ses deux complices, ont été condamnés chacun 3 ans de servitude pénale principale. En revanche, le tribunal a acquitté le commissaire principal Kabamba, absent lors des faits. Le commissaire adjoint Touzolana, quant à lui, a été condamné à 12 mois de servitude pénale avec sursis. Condamne le prévenu Kiadia, le prévenu Kabamba et le prévenu Sindani à 3 ans de servitude pénale principale. Le condamne tous aux frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais, payables dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement, ils subiront 6 mois de contrainte par corps. Confirme l'arrestation et la détention de ces 3 prévenus. Les faits remontent au 10 janvier dernier dans la commune de Lantélé. Au cours d'un rassemblement des éléments de l'escadron mobile d'intervention, des policiers avaient été filmés en train de scander des chants incitant au vol des téléphones de paisibles citoyens. Une attitude jugée contraire à l'éthique et portant gravement atteinte à l'honneur et à l'image de la police nationale congolaise. Par ces jugements, la justice militaire entend rappeler la nécessité du respect strict de la discipline et des valeurs républicaines au sein des forces de sécurité. D'ici lundi, tous les chantiers actuellement en cours d'exécution devront strictement respecter le chronogramme des travaux. La décision a été prise par le ministre des Infrastructures et Travaux publics à l'issue d'une visite d'inspection de l'ensemble des chantiers routiers de la commune de Funa. Le ministre a insisté sur la nécessité d'accélérer l'exécution des travaux et de respecter le délai. Dada Chabani nous en dit plus. La majorité des routes de la Funa sont dans un état de délabrement très avancé. Les ministres des Infrastructures et Travaux publics, John Zalunda, qui tient à la mobilité de la population quinoise, est formel. Dès ce lundi, tous les chantiers routiers en cours d'exécution doivent accélérer les travaux. Question de rendre opérationnelles toutes les routes au mois de février. Il était au chantier de l'avenue Victoire et aussi à Yolo-Ezo. Nous sommes dans une véritable croisade, je l'ai dit tout à l'heure, initiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici pour Université, Ezo et Kimwenza et toutes les avenues aux alentours, nous allons lancer un programme d'urgence. Un programme d'urgence pour reconstruire ces routes, les moderniser et les bétonner au besoin pour que nous puissions, nous ne puissions plus connaître les problèmes que nous avons et nous puissions désengorger autour du rond-point Victoire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous allons remettre le système de drainage. Parce qu'ici, chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations. Les inondations sont consécutives aux constructions anarchiques. Vous avez vu des écoles construites sur des collecteurs, des grands collecteurs d'eau, alors que nous sommes en point bas où les eaux sont censées être charriées vers la rivière Mombele. Et donc, ce sont des travaux d'urgence que nous allons lancer très très bientôt. Lundi, on va déjà envoyer des équipes techniques pour faire des évaluations techniques nécessaires pour que nous puissions lancer ces travaux. Après la visite, il a donné des instructions aux maîtres d'ouvrage pour tenir compte de la qualité des travaux et aussi de respecter le chronogramme de l'exécution de tous les travaux.
Sachez aussi que l'atelier sur la mobilisation précoce des entreprises pour les marchés des travaux d'aménagement des rivières à Kinshasa s'est ouvert ce mercredi. Une rencontre organisée dans le cadre du projet PURE lié au projet de résilience aux inondations urbaines en RDC, une initiative de la cellule infrastructure qui vise à renforcer la lutte contre les inondations dans la ville congolaise. Cet atelier de mobilisation précoce des entreprises soumissionnaires potentielles pour la passation des marchés des travaux d'aménagement de la rivière Funa à Kinshasa est organisé dans le cadre du projet de résilience aux inondations urbaines en République démocratique du Congo. Financé par la Banque mondiale, l'objectif est d'informer les soumissionnaires intéressés sur les spécificités techniques des travaux. Les discussions de ce jour ont permis notamment de partager les grandes orientations du projet PURE et les enjeux liés à la résilience urbaine face aux inondations, de préciser les attentes du gouvernement et de la Banque en matière de qualité de travaux, de respect des normes environnementales et sociales, y compris celles relatives au VBG, ainsi que de transparence et de compétitivité. Et enfin, d'ouvrir un cadre de dialogue franc et constructif entre les institutions publiques, les partenaires financiers et les entreprises des travaux publics. Il est question de construire un canal en béton armé sur la rivière Funa à partir de la section Victoire-Sendwe jusqu'au niveau du fleuve Congo. Parmi les sections prises en compte, il y a Sendwe-Bokassa, Bokassa-Lumumba, Lumumba-Pont-Forgeron, Pont-Forgeron, Poids-Lourd et enfin Poids-Lourd, fleuve Congo. En plus du canal en béton armé, il faudra aussi le curage de la rivière Funa pour bien prévenir les inondations dont les travaux sont déjà en cours d'exécution. Enfin, les investisseurs égyptiens sont disposés à venir investir dans le secteur agricole ici en RDC. Le professeur Innocent Congo a séjourné au Caire avec sa suite à la quête de la nouvelle technologie avec espérance de cultiver pour augmenter la production agricole. Rodé Panda. Cette étendue de terre arable de plusieurs hectares à perte de vue attend un investissement agricole. Quelques compatriotes congolais avisés et intéressés à l'agriculture, à l'instar du professeur Innocent Congo Mabilama, essayent déjà quelques cultures. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Il est toujours à la quête des connaissances des techniques nouvelles pour augmenter la production en quantité industrielle. C'est les mobiles des 100 séjours dans les pays des pharaons en Égypte, très expérimentés dans l'agriculture pour apprendre techniques et méthodes de travail et venir implémenter cela en RDC tout en lançant aux agriculteurs et investisseurs égyptiens réunis au sein de la Chambre de commerce RDC Égypte à amener les technologies agricoles et des fonds pour investir et expérimenter les sols congolais. Nous disposons des terres pour l'agriculture et toutes sortes d'activités que vous voulez. J'ai des terres qui peuvent aller à 6000 hectares. Et ma province est à 150 km de Kinshasa et je suis à 50 km de la mer. Nous pouvons travailler ensemble. Ce que vous avez, moi j'en ai besoin et ce que moi j'ai aussi, vous pouvez en avoir besoin. L'Égypte, pays désertique, l'agriculture est pratiquée toute l'année, adaptée à toutes les saisons avec les systèmes d'irrigation. Ce sera donc une façon d'emboîter le pas à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire la revanche du sol sur les sous-sols. Un séjour égyptien très fructueux où il a visité des laboratoires et des champs de production agricoles. Les sites touristiques n'ont pas été oubliés. Les cadeaux de souvenirs ont témoigné et cimenté la générosité, la fraternité et la confiance mutuelle pour les deux pays. Gauthier Kassi a rédigé ce journal sur la direction et la supervision de Jacques Kababwa et Guy Matundu. Bobette Yenga était à la coordination. Rodé Panda et Ramadan Poki l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue à 23h avec Gaëtan Magalano. Je vous reviens très prochainement et à bientôt. Au revoir.